Bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler de l'hypercontrôle parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup chez la majorité des femmes malheureusement, chez quasi toutes les femmes que j'accompagne, des femmes qui sont très disciplinées, qui ont des responsabilités, qui ont beaucoup de choses à gérer et qui du coup sont dans l'hypercontrôle. Et moi-même, je suis passée par là. Aujourd'hui, j'en suis sortie et donc je vous partage comment j'ai fait pour sortir de l'hypercontrôle et entrer dans le lâcher-prise. Donc déjà, comment moi je suis rentrée dans l'hypercontrôle et comment sûrement vous êtes rentré dans l'hypercontrôle également. Donc déjà, il faut identifier contrôle et hypercontrôle. On peut contrôler quelque chose sans être dans l'hypercontrôle. Exemple, on contrôle les deadlines à son travail, on respecte son agenda, ce genre de choses. On est dans l'hypercontrôle quand on angoisse par exemple pour son alimentation, quand on va essayer de contrôler sans le vouloir, mais potentiellement le comportement des gens. En tout cas, ça va nous impacter négativement et on va essayer d'obtenir en fait un résultat de la part de certaines personnes. À part qu'on ne peut pas contrôler les gens. On va par exemple essayer de contrôler ses émotions. C'est-à-dire, on est dans un cadre par exemple public ou quoi que ce soit. On n'a pas envie de gérer ses émotions, parce que gérer ses émotions et les contrôler sont deux choses différentes, on a envie de les étouffer. Donc contrôler en fait, c'est de ne pas faire preuve de faiblesse en fait, on va assimiler l'émotion à de la faiblesse et au contraire, on va l'étouffer pour montrer que l'on est forte. Comme je disais, on peut aussi être dans l'hypercontrôle au niveau des relations, que ce soit amicales, professionnelles ou amoureuses. Que ce soit en termes de performance, que ce soit aussi en termes de bien-être. Donc ça, j'en avais parlé déjà aussi, le perfectionnisme au niveau du bien-être et aussi au niveau de la spiritualité. Par exemple, donc qu'est-ce que ça va être techniquement l'hypercontrôle ? C'est par exemple quand vous méditez et qu'à la fin de votre méditation, vous vous dites « Ah, c'était une mauvaise méditation » ou etc. En fait, vous méditez, vous faites quelque chose qui est censé vous faire du bien, comme aller au sport, etc. Mais vous attachez à ça un output, donc un objectif à atteindre, un résultat à atteindre. Et du coup, un objectif de performance. Et du coup, vous vous dites, ok, j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Voilà, ça c'est être dans l'hypercontrôle parce que vous essayez de contrôler un résultat. Alors que ça, on ne contrôle pas. Il y a trop de choses à prendre en considération. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est prendre soin de soi. L'intention avec laquelle on va faire du sport ou l'intention avec laquelle on va faire de la méditation. Voilà. Mais ne pas essayer de contrôler en fait l'output de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Exemple, vous essayez de contrôler le travail de votre collègue pour qu'il soit de aussi bonne qualité que le vôtre, disons, ça, vous y pouvez rien en fait. Voilà, apprendre à lâcher prise sur pas mal de sujets comme ça. Je sais que c'est un sujet qui est hyper compliqué à gérer. Et je le vois énormément chez des femmes, notamment au niveau de l'alimentation, où là, il y a un hyper-contrôle. Quand des femmes, et je suis passée par là aussi, vont faire un écart, une pizza ou quoi que ce soit, ça va être suivi de culpabilité, en fait. Et ça, c'est de l'hyper-contrôle. Voilà, parce qu'on n'est pas dans le lâcher-prise, clairement. Et donc ça, je vous invite à faire un petit exercice qui était très intéressant. C'est, pour les personnes qui sont en hyper-contrôle, de noter, en fait, dans la colonne « contrôle », les mots qui vous viennent à l'esprit en premier, et dans la colonne « lâcher prise », les mots qui vous viennent à l'esprit en premier. Et une fois que vous avez fait ça, réservez un appel et on en discute. C'est très intéressant d'analyser les mots qui viennent en premier. Donc voilà, et moi-même j'ai été là-dedans, le contrôle de l'alimentation. Alors déjà, je pense que comme la majorité des femmes, au début je contrôlais mon alimentation pour ne pas prendre de poids. Alors qu'avec le recul, je vois pas vraiment à quoi ça servait dans le sens où j'ai pas fait de mannequinat, donc mes revenus et ma vie ne dépendaient pas du poids que je faisais, clairement, ou de ma shape ou quoi que ce soit. Voilà. Et quand en fait vous êtes pas bien dans votre corps pour une raison en particulière, c'est souvent en fait pas des actions à mettre en place, mais le regard que vous avez de vous-même envers vous-même a changé. Le dialogue que vous avez envers vous-même aussi a changé. Parce que la confiance en soi, elle vient pas d'un reflet dans le miroir. Elle vient d'un autodialogue que vous avez avec vous-même. Donc voilà, du coup, travailler dans la finance, forcément, j'étais dans l'hypercontrôle, plus une femme qui vit seule à Paris, qui est indépendante, etc. Voilà. En fait, on est poussé un petit peu dans l'hypercontrôle du fait de la société qui est très young. Mais il faut en avoir conscience et réussir justement à accepter cette part de lâcher prise parce que le lâcher prise fait aussi partie du yin, de la féminité et donc ça va contribuer aussi à équilibrer vos hormones, etc. Donc concrètement, qu'est-ce que l'hypercontrôle fait à votre corps ? L'hypercontrôle, c'est un état physiologique. C'est vraiment pas un trait de personnalité, c'est vraiment un état de votre système nerveux qui est dérégulé. Il est juste en fait en hyperactivation. Et donc quand tu es en hypercontrôle, ton système sympathique est dominant par rapport au sympathique, ton cortisol est élevé, ta digestion ralentit, ton ovulation devient fragile et ta fertilité avec.
Par exemple, j'accompagne beaucoup de femmes qui souffrent d'infertilité alors qu'elles n'ont pas de pathologie diagnostiquée. C'est l'hypercontrôle. Ton sommeil devient léger et ton corps retient les émotions, il stocke. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes qui font tout bien restent pour autant enflammées. Et ça, je le vois énormément des femmes qui rejoignent mon protocole et qui me disent « Ah, mais moi, pourtant... voilà, je mange bien, je fais du sport, etc. Donc, il n'y aura pas de travail à faire là-dessus. » Ok, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. En général, il y a toujours quelques petits ajustements parce que c'est jamais vraiment adapté à votre dosha ou même les concepts que vous avez sur l'alimentation anti-inflammatoire, ils sont pas très exacts. Voilà, parce que il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles, fiables. Donc bon, dans tous les cas, on va faire quelques petits ajustements. Mais le fait de ne pas voir de résultats malgré une bonne hygiène de vie, c'est vraiment un problème du système nerveux et de l'hypercontrôle et un manque de lâcher prise. Et ça, c'est pas évident de sortir de ce schéma toute seule. Moi, je me suis fait accompagner pendant des années sur mes traumas, sur la vision que j'avais de moi-même, sur la vision que j'avais des autres, etc., me libérer de mes peurs, etc. Et c'est pas une honte que de se faire accompagner dans ce cheminement-là. Et c'est la raison, moi, pour laquelle je me suis formée à tout ça, parce que moi, je suis passée par là, et qu'en fait, que ce soit pour mon inflammation, pour mon déséquilibre hormonal, pour mon déséquilibre énergétique, pour mon système nerveux, pour mes traumas, pour mes émotions, mais en fait, j'avais autant de praticiens que de problématiques. Et donc ça posait problème, parce que on traitait toujours des sujets qui étaient différents. Les praticiens ne se connaissaient pas entre eux, donc ils n'étaient pas alignés vers une stratégie commune. Et donc, c'est pour ça aussi qu'au début, ça ne marchait pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis formée à toutes ces pratiques pour en fait être autonome et avoir un seul plan d'action que je me construisais moi-même et qui allait dans la même direction. Et quand j'ai fait ça, j'ai commencé à avoir des résultats très rapidement. Voilà, en 2 mois déjà, j'avais des résultats incroyables. J'avais plus de symptômes qui étaient handicapants au quotidien. En 6 mois, j'avais plus rien, quoi. Y compris de l'anxiété chronique. Parce que l'anxiété aussi, c'est un reflet de l'hypercontrôle. Voilà, et en Ayurveda, cet hypercontrôle, c'est un résultat de Vata qui est aggravé en mode hypervigilance, un mental rapide, et ça, vous le voyez sûrement, un monkey mind qu'on appelle, c'est-à-dire un mental qui ne s'arrête jamais, des pensées qui ne s'arrêtent jamais. Et souvent, je vois des femmes qui me disent « Oui, en méditation, comment on fait pour ne pas penser ?» Bon, déjà, j'avais fait un épisode sur la méditation où le but, ce n'est pas de ne pas penser. Mais en plus, il y en avait qui disaient « Ah, il faut juste laisser rentrer la pensée qui arrive. » Mais en fait, quand on a de l'anxiété, de l'hypercontrôle, c'est pas une pensée qui arrive. Il y a 10 milliards de pensées qui arrivent à la seconde, en fait. Donc, c'est là où on se sent overwhelmed et vraiment où on est à bout et on commence à devenir hypersensible, etc. Et parfois, c'est pas juste un trait de caractère, l'hypersensibilité, ça peut l'être. Hein. Mais en fait, oui et non. L'hypersensibilité, c'est surtout en fait un résultat de trop de stimulation. Voilà. L'hypersensibilité, c'est juste pour moi une sensibilité normale. C'est juste que dans notre monde où on est surstimulé, du coup, on reçoit trop de stimuli. Et c'est pour ça, en fait, qu'on devient hypersensible, hyperréactif. Voilà, mais c'est pas un problème interne, c'est à cause d'un environnement qui est beaucoup trop stimulant. Mais ça, on peut le réguler aussi. Et c'est aussi le résultat d'un pitta qui est aggravé. Donc hyperperformance, énergie triangle, objectif, perfectionnisme, exigence, etc. Donc les deux, vata et pitta aggravé, c'est vraiment une combinaison explosive. Et donc ces doshas peuvent être déséquilibrés même si ce ne sont pas vos doshas dominants. Je les répète, avoir un dosha dominant et avoir des doshas déséquilibrés, ce sont deux choses différentes. Il faut avoir conscience du dosha qui domine et des doshas qui sont déséquilibrés pour rééquilibrer correctement. Donc voilà, sinon, analysons d'où vient l'hypercontrôle. Ça, je vous en ai un petit peu parlé à travers mon parcours personnel, mais il y a plusieurs origines à l'hypercontrôle. D'abord, ça va être une insécurité émotionnelle qui va être très ancienne, c'est-à-dire un manque en fait de sécurité lorsque vous étiez plus jeune. Moi, typiquement, c'était le moment où mon père est mort, où ma mère s'est effondrée, elle a fait une grosse dépression, j'avais 16 ans et c'est moi qui devais tenir la famille, c'est-à-dire qui devait m'occuper de ma sœur, qui devait tout gérer en fait et qui devait gérer ma mère. Voilà, donc là, j'ai ressenti un gros manque de sécurité. Je me suis vraiment sentie abandonnée, j'ai eu du mal j'ai mûri trop vite sur certains aspects et pas assez sur d'autres, ce qui a fait des déséquilibres au niveau émotionnel, notamment une indisponibilité émotionnelle, parce que pour moi, en fait, une relation avec quelqu'un qu'on aimait, c'était forcément quelqu'un dont je devais m'occuper. Et clairement, j'avais fait ça avec ma sœur et ma mère, j'avais plus l'espace mental pour pouvoir m'occuper de qui que ce soit. Et donc, c'était quelque chose, pour moi, les relations qui étaient très, très négatives. Et donc, je me liais à des personnes qui étaient non alignées avec mon moi profond, mais qui étaient alignées avec mon déséquilibre de l'époque. C'est-à-dire des personnes qui étaient
pas forcément disponibles non plus, quoi, et avec lesquels je pouvais garder de la distance et me préserver. Ensuite, on a aussi l'hypercontrôle qui peut venir de la peur du rejet. Exemple, voilà, avoir un certain poids pour faire partie d'une communauté, ou se forcer potentiellement à manger avec des collègues de travail pour faire partie du groupe, etc. Et en fait, se stresser en même temps parce que on va manger potentiellement dans un endroit que l'on n'aime pas, donc on va culpabiliser après parce que c'est une alimentation qui n'est pas bonne pour nous ou qui ne nous satisfait pas, etc. Voilà, donc vraiment, en fait, l'hypercontrôle pour essayer d'être accepté. Ça peut être aussi l'image de soi. Voilà, par exemple, le poids, ça peut être aussi dans une relation, partir du principe potentiellement que, voilà, si on prend quelques kilos, la personne avec qui on est ne restera pas avec nous, on a peur du rejet, même si c'est pas fondé. Hein. Le but, c'est pas que ce soit fondé, les peurs. Là, c'est vraiment, ça fait appel, en fait, à des peurs qui proviennent soit de la société qui nous ont un petit peu mis dans la tête, soit des traumas qui datent d'expériences précédentes. On peut aussi avoir la peur de l'échec. Donc c'est pour ça qu'on va se fixer des objectifs, être stressé par rapport au travail, etc. Parce qu'on a peur d'être mis sur le banc de touche. Un environnement qui est instable. On ne peut pas trouver, en fait, là ça rejoint la sécurité, on ne peut pas trouver la sécurité dans un environnement qui est instable. Et donc forcément, on va essayer de contrôler ce que l'on peut contrôler. Exemple, j'avais une amie, enfin la copine d'un ami qui était ukrainienne. Et lorsqu'elle est... En fait, quand elle est arrivée en France, c'était la guerre en Ukraine. Donc, elle travaillait dans une grande entreprise française, enfin mondiale, mais d'origine française, de luxe. Hein. C'est comme ça que je la connaissais. Mais du coup, en fait, elle a été rapatriée par son employeur et pour travailler dans la branche française. En fait, elle a développé des gros troubles en fait d'anorexie, tout simplement parce que elle se retrouvait en fait déracinée complètement, loin de sa famille, etc., dans un pays où elle ne parlait pas la langue, et elle manquait de sécurité. Résultat des courses, elle a cherché à contrôler le seul truc, en fait, à ce moment-là qu'elle pouvait contrôler, et c'était son alimentation. Et donc, elle a arrêté de s'alimenter. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a 10 milliards pour traiter de ce sujet. Et ensuite, on peut aussi avoir une pression familiale ou sociale, donc comme je disais, les collègues de travail, les amis, etc. Voilà, des attentes en fait, ou en tout cas, on croit que les personnes en face de nous ont des attentes particulières et donc on va être dans l'hypercontrôle pour essayer d'être le plus parfaite possible et de répondre à ces attentes-là. Donc, le cerveau, à ce moment-là, il comprend quelque chose, c'est que si je contrôle, ça veut dire que je suis en sécurité. Mais ça, c'est juste un leurre. Ça n'a pas plus de valeur que les peurs qui sont non fondées, que l'anxiété qui vous avez, qui n'est pas fondée parce que c'est sur des scénarios négatifs qui n'existent pas, c'est que de l'imaginaire, c'est que des projections. Voilà, et donc ce sentiment de sécurité, il va être aussi imaginaire que votre peur à la base. Mais c'est ça qui va provoquer le syndrome de la bonne élève, celle qui réussit, celle qui tient, celle qui peut absorber plus de charge mentale, plus de travail, qui fait les choses mieux, plus vite, mais aussi celle qui ne dérange pas, celle qui dit pas trop son avis, celle qui dit pas quand elle n'est pas d'accord, celle qui n'impose pas ses besoins, celle qui ne choisit pas les restos, les films, etc. Mais la question c'est à quel prix ? Et bien souvent, c'est au prix de la santé hormonale. Et donc pour sortir de l'hypercontrôle, comme je disais, c'est pas forcément évident. Déjà, il faut comprendre que on est dans l'hypercontrôle. Voilà, c'est une première étape. Et ensuite de se dire, ok, comment je fais pour en sortir ? Et là, j'ai un praticien en somatique qui m'a accompagnée pendant des années et qui me disait quelque chose. C'est qu'en fait, quand on est dans l'hypercontrôle ou dans l'anxiété, etc., c'est que souvent, on s'imagine en fait qu'il y a une seule route devant nous, une autoroute. Et en fait, ramener déjà de la conscience là-dessus pour dire, ok, qu'est-ce qui trigger mon comportement ? Est-ce que c'est ma peur du rejet ? Est-ce que c'est ma peur, mon manque de sécurité ? Est-ce que c'est la pression sociale, etc. Identifier la cause fait que déjà, vous n'allez plus voir la route, une seule route devant vous. Vous allez voir une route, mais des intersections. Et ensuite, consciemment, vous pouvez faire le choix de prendre ces intersections et de ne pas suivre l'autoroute. Ça, ensuite, pour faire le choix et choisir consciemment, c'est une deuxième étape. Ça veut dire que même si on sait quelque chose, le trigger, on a intégré. Et ça, c'est deux choses qui sont vraiment différentes et qui peuvent être espacées de plusieurs années. Prendre conscience d'un trigger, d'un trauma, c'est une chose. Mais ensuite, changer son comportement lié à ce trigger et ce trauma, ça peut prendre 5, 6, 10 ans. Donc ça, c'est important de comprendre ça et de comprendre que, ok, c'est pas parce que j'ai identifié que tout de suite, ma vie va changer. Voilà, en fait, il faut certes identifier la cause, mais ensuite intégrer. Et c'est ce travail d'intégration qui prend du temps. Et donc c'est en ça que déjà de se faire accompagner, ça accélère quand même un petit peu le processus, quoi. Et donc moi typiquement, ce qui m'a permis de voir en fait que j'étais dans l'hypercontrôle, c'était mes crises d'anxiété, mes crises de panique qui étaient devenues mensuelles, ma tension qui était chronique,
J'avais toujours des douleurs au niveau des épaules, des trapèzes, de la nuque, la mâchoire qui se bloquait aussi, qui était hyper dure. Je me sentais tendue, j'étais speed dans mes mouvements. La fatigue, de la fatigue vraiment chronique avec une tension qui ne s'arrêtait pas de baisser au fil des années. J'ai fini à la fin avec une tension à 7. Alors certes, il y avait aussi le SOPK qui n'aidait pas. Clairement, l'inflammation, mais c'est souvent un combo, quoi. L'hypercontrôle va nourrir le SOPK, l'inflammation aussi. Voilà. Donc il faut identifier quand même une des routes causes et l'hypercontrôle est souvent une des routes causes de ces pathologies. Voilà, il y avait aussi mon besoin de tout maîtriser et surtout, j'avais du mal à lâcher prise. Voilà, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire vraiment, je ne savais pas comment faire et j'avais peur que ce soit la catastrophe si je lâchais prise. Exemple, j'ai enfoui mes émotions pendant des années, j'ai pas fait le deuil de mon père quand je devais le faire parce que je devais m'occuper de ma mère et de ma sœur. Résultat des courses, ça m'a pris à peu près 10 ans, enfin pendant quasi 10 ans, ouais c'était ça, 10 ans, pendant 10 ans j'étais incapable de pleurer. Je pouvais regarder des films tristes, des trucs incapables. Il n'y avait jamais aucune larme qui coulait. J'étais dans le contrôle en permanence sans même m'en rendre compte. Et je m'interdisais de pleurer. Et tout ça parce que comme j'avais pas fait le deuil en temps voulu et que j'avais pas suffisamment pleuré au moment où je devais pleurer, j'avais peur inconsciemment, j'ai découvert ça après, que en fait si je me mettais à pleurer, je ne pourrais plus jamais m'arrêter. Que ça deviendrait incontrôlable et que du coup ce serait une catastrophe. Voilà. Et du coup, j'avais peur de lâcher prise. Donc ça, c'était un des aspects. Bien sûr, il y a d'autres aspects dans lesquels on a peur de lâcher prise. Mais il faut réussir à identifier, du coup, pourquoi, en fait, la cause racine, qui nous fait qu'on a peur de lâcher prise, en fait. Et déjà, faire ce petit exercice, les mots qui vous viennent à l'esprit avec le contrôle et les mots qui vous viennent à l'esprit avec le lâcher prise, ça va quand même vous aiguiller un petit peu. Donc concrètement, quels sont les outils qui m'ont permis de sortir de l'hypercontrôle ? Déjà, réguler mon système nerveux. Voilà, quand on a un déséquilibre système sympathique, système parasympathique, on ne peut pas travailler. En fait, quand le corps il est en mode survie, c'est impossible de travailler sur les autres aspects. Il faut d'abord réguler ça et sortir du mode survie. C'est vraiment la première étape pour toute démarche. Ensuite, essayez d'arrêter de tout optimiser, que ce soit la guérison, la nourriture, etc. La guérison, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un processus dans lequel on est. Voilà, alors bien sûr, on va atteindre des objectifs, surtout si vous avez des problèmes de santé, moi-même la première, quoi. Mais il faut comprendre que c'est un chemin de vie. C'est pas quelque chose que vous allez faire pendant 3 mois, vous êtes guéri et après basta, on s'en occupe plus. Non, c'est un chemin de vie en fait de maintenir sa santé. Voilà, on est toujours face à de nouveaux déséquilibres potentiels. Voilà, surtout en tant que femme, déjà à travers son cycle menstruel, durant le mois, on peut être confronté à plusieurs choses. Ensuite, durant la vie également, puisque on va avoir ensuite, par exemple, les grossesses, le postpartum, la périménopause, la ménopause, etc. Donc, juste rien que dans la vie d'une femme, on a plein d'événements qui peuvent nous trigger à ce niveau-là. Ensuite, réapprendre à ressentir, à vivre les émotions. Voilà, et pas juste dire « Oh, je suis saoulée » ou « Je suis stressée ». C'est trop large. Qu'est-ce que vous ressentez immédiatement ? Quelle est l'émotion ? Mettez le mot sur l'émotion. Ça contribue en fait à la libérer, de mettre le mot sur l'émotion. Et ça, vous pouvez l'écrire, quoi. Quand vous ressentez une émotion, mettez le mot. Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis frustrée ? Identifiez. Ensuite, il y a un travail énergétique à faire sur le chakra racine, bien sûr. Donc ça, je le travaille énormément aussi avec mes clientes parce que c'est hyper important en fait. Quand on est dans l'hypercontrôle, comme je vous disais, il y a un déclenchement et un trigger qui est la peur. La peur, c'est un déséquilibre du chakra racine et du chakra sacré. En fait, c'est comme les hormones. Les chakras, ils sont liés les uns aux autres. Donc, si vous avez un déséquilibre au niveau du chakra racine, vous aurez un déséquilibre au niveau du chakra sacré. Souvent, les deux vont ensemble. Et souvent, le chakra racine provoque le déséquilibre du chakra sacré. Mais du coup, il va falloir équilibrer énergétiquement parlant parce que vous avez beau mettre en place plein de routines, etc. Si vous avez toujours un déséquilibre énergétique, ça va pas fonctionner sur le long terme, ça va pas être pérenne et vous aurez le sentiment de mettre en place plein de choses pour très peu de résultats. Et ensuite, se reconnecter à la polarité féminine. En fait, comprendre que le lâcher prise, en fait, c'est la féminité. C'est ça aussi. Et donc, cette capacité à recevoir les choses telles qu'elles sont, à les accepter et ensuite à se poser la question de savoir, ok, est-ce que je peux y faire quelque chose, est-ce que je peux pas faire quelque chose, est-ce que je peux contrôler l'output de cette situation ou pas, si je ne peux pas, ok, j'accepte la situation et juste je vis le moment et je traverse cette épreuve où je peux, dans ce cas, je mets en place des actions. Et vous pouvez mettre en place des actions que quand c'est vous, en fait, qui êtes l'origine de l'événement ou de l'émotion
qui vous a provoqué cette émotion. Donc là, la polarité féminine, c'est vraiment en fait son énergie yin, c'est apprendre à ralentir, à vivre avec son cycle mensuel, à recevoir que ce soit de l'aide, que ce soit, voilà, pas être en fait dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-performance, dans le syndrome de la bonne élève, quoi. Laisser faire, accepter et voilà, ne pas tout porter. C'est ça aussi être dans son énergie féminine. Je dis pas que c'est évident, surtout quand on est seul, célibataire, voilà, je connais ça, hein, parce que ben voilà. Et en plus, quand on est entrepreneuse, il y a beaucoup de choses à gérer et du coup c'est très difficile. Mais du coup, il faut s'octroyer des moments où justement on prévoit qu'il n'y a rien et on ne se laisse pas déranger, on ne se laisse pas envahir et on ne veut plus être dans l'hyper-contrôle. On ne peut pas être dans le lâcher-prise en permanence, bien sûr, mais on peut s'organiser de façon à qu'on ait des journées, des moments où on sait qu'on peut lâcher prise sans que ça impacte notre sécurité. Et donc, les signes que tu es en hyper-contrôle, il y en a plusieurs. Tu manges sain, mais tu stresses pendant le repas ou tu stresses dès que tu fais un écart. Tu fais du sport, mais ton corps, il reste tendu. Tu as les hanches qui sont rigides, tu as mal au dos, à la nuque, à la mâchoire. Tu n'arrives pas à déléguer les tâches. Tu as du mal, tu considères que les autres font moins bien. Tu planifies tes vacances comme un projet. Il y a zéro lâcher prise, même pendant les vacances. C'est hyper calibré. Tu as du mal à faire confiance aux gens. Tu dors sans récupérer. Et donc, sortir de l'hyper-contrôle, ça ne veut pas dire être totalement passive, mais ça veut dire juste accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas. Et lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas. Et l'hyper-contrôle, sortir de l'hyper-contrôle, ça va vous permettre de mieux dormir, d'avoir une meilleure peau, moins de vieillissement, enfin ralentir en tout cas le vieillissement, avoir une meilleure digestion parce que vous sortez du mode survie, avoir un cycle régulier, avoir une fertilité qui est boostée, une énergie qui est plus constante au niveau de la journée mais même au niveau du mois et pas d'anxiété. Et ça c'est le symptôme majoritaire. À partir du moment où vous avez de l'anxiété, c'est que vous êtes dans l'hyper-contrôle. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager, à mettre des petites étoiles, à me poser vos questions en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Belle journée!